Donc, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va traiter de notre aspect du diagnostic qui va concerner l'utilisation des capteurs plasmoniques non intrusifs pour les fibres optiques et pour surveiller les éléments chimiques en direct au sein de la batterie. Alors cela va se placer dans le contexte du diagnostic et on va poursuivre les différentes techniques que nous avons vues lors des cours précédents. Jusqu'à maintenant, on avait vu différentes sortes de capteurs pour finalement sonder l'aspect chimique. On avait vu les capteurs de type les réseaux de Bragg avec des pas comme indiqué ici. On avait vu des réseaux de Bragg à longs pas dans lesquels, en ce cas, on peut avoir accès aux constantes physiques, mais également à des paramètres chimiques. On avait vu également l'effet évanescent, on y reviendra fortement aujourd'hui, où là, on pouvait, à partir de simples fibres optiques, voir ce qui se passait aux alentours et concevoir des capteurs infrarouges qui vous seront traités par la suite. Enfin, on avait vu également ces films ou ces fibres émincées qu'on pouvait combiner avec les réseaux de Bragg pour les mêmes performances, pour arriver finalement où on était arrivé au réseau de Bragg tilté pour, dans ce cas, coupler davantage avec les modes de gain et avoir davantage accès à cette onde évanescente ou ce champ évanescent qui va aller sonder finalement les entours de la fibre. Alors aujourd'hui, on va poursuivre cela et on va regarder finalement l'aspect plasmonique et on va voir comment celui-ci peut s'intégrer avec des réseaux inclines de Bragg, mais également comment on peut l'utiliser sans réseau de Bragg par simple effet en prenant des particules de métaux bien spécifiques. Et on pourra, dans ce cas, utiliser cette technique soit en transmission, comme indiqué ici, ou alors en réflexion. Donc, par conséquent, aujourd'hui, on va tout simplement se focaliser sur cet effet plasmonique et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer finalement ce qu'on peut faire avec cette détection. De le cours, il va être structuré de la façon suivante. Je vais vous faire un rappel sur les généralités de l'effet plasmonique, les aspects théoriques, les principes de la résonance plasmonique et le choix des métaux, pourquoi finalement on va choisir l'or et l'argent. Ensuite, je vais vous montrer tout un exemple de capteur plasmonique, pas spécifique au domaine des batteries, mais surtout vous montrer finalement la possibilité, la richesse de cette détection qui est utilisée dans beaucoup de domaines, que ce soit en biologie et autres. Et enfin, je terminerai bien sûr spécifiquement sur l'application au domaine des batteries, où on utilisera ces capteurs plasmoniques, soit comme entité indépendante, ou alors comme support sur des fibres optiques. Alors pour ce faire, en vue de présenter l'effet plasmonique et son histoire, je ferai tout d'abord un rappel sur les couleurs. En effet, nous sommes entourés d'insectes, d'animaux, voire de minerais qui ont des couleurs, comme vous pouvez voir ici, splendides. Tout cela est dû à tout simplement l'interaction de la lumière avec des objets nanoscopiques dont les échelles de longueur sont de l'ordre de la longueur d'onde dans le visible, voire inférieur. Et c'est ça qui est responsable finalement pour la plupart des couleurs de certains insectes et autres. Et également, ce que je voudrais mentionner, c'est que la couleur structurelle, on va le voir par plus tard, elle est fonction de la dimension, de la morphologie d'un matériau, mais elle ne va pas intervenir, ou l'aspect électronique, dans ce cas, n'interviendra pas. D'où, en mentionnant cet effet de couleur, on ne peut faire sans arriver à l'origine de l'effet plasmonique. L'effet plasmonique, c'est une science qui a été utilisée bien avant qu'elle en soit comprise. Et ici, vous voyez le premier exemple qui date du 4e avant Jésus-Christ, où on a la coupe de Lycurgue qui est exposée dans le muséum anglais. Et dans ce cas, il s'agit d'un verre dichroïque dont la couleur va changer selon l'angle et la sorte d'éclairage de cette coupe. Par exemple, en lumière du jour, vous avez une coloration verdâtre, alors que si maintenant la coupe est éclairée par son intérieur, vous avez une couleur rougeâtre. Tout ça provient tout simplement des particules d'or qui sont, intégrées dans ce verre lors de la conception de cette coupe. Et, l'effet plasmonique a été, on a tiré de parti de cet effet plasmonique, les artistes du moins, pour créer des vitraux merveilleux, comme vous pouvez voir ici la rosace de l'église Notre-Dame, où là aussi, cela est réalisé tout simplement à partir de particules anométriques de taille
et de dimensions différentes, et on verra pourquoi on peut obtenir cette variété de couleurs. D'où vous ayant maintenant montré quelles étaient, si je peux dire, les utilisations ou les premiers constats ou les premières fabrications de matériaux qui montraient cet effet, nous allons voir maintenant quelles ont été les premières observations qui, je dirais, ont touché les scientifiques. Et la première observation, ou le premier rapport, si je peux dire, sur cet effet de l'interaction de la lumière avec les nanoparticules, eh bien, provient ou a été présenté par une conférence de Michael Faraday en 1950-77 à Londres, où il avait intitulé son exposé Experimental Relation of Gold and Other Metals to Light. Et c'est là où il a montré finalement des suspensions colloïdes avec des tailles totalement différentes et des couleurs totalement différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces bouteilles ou ces fioles de colloïdes existent encore et les solutions n'ont pas encore sédimenté 159 ans plus tard. Un autre scientifique qui s'est aussi fortement intéressé à cette diffusion de la lumière ou la diffusion anormale de la lumière dans les différents faits de la vie, c'est John Tyndall. Et d'ailleurs, il y a un nom, on parle d'effet Tyndall. Par exemple, le faisceau des phares de votre voiture que vous apercevez dans le brouillard est tout simplement dû à l'effet Tyndall, c'est-à-dire à la diffusion de la lumière sur des particules ou des gouttelettes de liquide. Et il s'est intéressé, bien sûr, à des suspensions, à des émulsions et voire des solutions colloïdes. Et d'ailleurs, quand vous allez chez votre ophtalmologue, eh bien, on parle de l'effet Tyndall quand on a des nanoparticules à l'intérieur de la chambre de votre œil. Donc voilà, si vous voulez, quelles sont les premières observations de cet effet plasmonique ou cet effet de diffusion de la lumière. Alors bien sûr, tout cela eh bien, va reposer par la suite sur des théories, et les deux personnes qui sont illustrées dans ce domaine, eh bien, c'est Lord Rayleigh qui a tout simplement proposé la théorie de la diffusion de la lumière, qui est, dans ce cas, eh bien, un phénomène élastique dans lequel eh bien, la lumière va changer de direction, mais ne va pas changer de longueur d'onde, et on peut décrire cette diffusion selon la taille des particules. Et vous voyez ici, on a, selon cette taille des particules, lorsque les particules sont très inférieures à la longueur d'onde lambda, eh bien, dans ce cas, on a la diffusion de Rayleigh. Et une autre personne qui a fortement contribué à l'aspect théorique de ces problèmes de diffusion, et notamment à l'effet plasmonique, est l'Allemand Gustav Mie, qui a résolu les équations de Maxwell et a pu comprendre pourquoi finalement la taille des particules, leur forme et leur configuration jouaient un rôle important. Donc voilà, si vous voulez, les deux personnes qui ont joué un rôle majeur dans ces aspects de théorie de la diffusion de la lumière et ensuite tout l'aspect plasmonique dû à la diffusion ou l'interaction de la lumière avec des particules nanométriques. Alors si on regarde de plus près ces équations de diffusion, les équations de Rayleigh, eh bien voilà l'intensité de la lumière diffusée. Vous voyez que c'est une équation relativement compliquée. Je ne vais pas tout simplement aller dans tous les termes, mais je vais quand même en mentionner certains pour vous montrer finalement la richesse de l'information que vous avez dans cette équation et surtout leur signification dans le monde qui vous entoure. La première, eh bien, c'est que cette diffusion va être tout simplement fonction de la taille des particules et des particules plus grosses diffuseront davantage. C'est ainsi qu'une particule de 50 nanomètres diffusera 10 fois, peut-être 6 fois plus qu'une particule de 5 nanomètres. Et dans les particules ou dans les systèmes polydisperses, eh bien, ce sont les grosses particules qui diffuseront le plus. Ensuite, un autre terme qui est important est le terme lambda. Et vous voyez que cette densité est inversement proportionnelle à lambda. Et ça veut dire tout simplement que le bleu eh bien, va être diffusé 4 fois plus que le rouge. Et c'est tout simplement la raison pour laquelle, eh bien, lorsque vous regardez notre ciel est bleu, si je peux dire. Et ensuite, il y a un autre terme qui est important, qui est l'angle d'observation. Ici, c'est cosinus θ. Et là aussi, cet angle est très important, et ça explique que finalement, lorsque vous regardez le matin, le soleil à l'horizon, eh bien, ce sont tout simplement, vous percevez, je dirais, le rayonnement le plus direct, c'est-à-dire le rayonnement à la plus grande longueur d'onde, qui est tout simplement le rouge. C'est la raison pour laquelle vous avez cette coloration rouge. Par contre, si vous regardez le sol autour du soleil, eh bien, dans ce cas, vous avez accès tout simplement eh bien, aux rayons diffusés et vous percevez une coloration bleue. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi toutes les informations que contient cette équation.
Alors ensuite, eh bien, on va passer maintenant à, ça c'est la diffusion par des particules, je dirais l'atmosphère, et on va parler maintenant de ce qu'on appelle la résonance plasmonique. Alors la résonance plasmonique, ou les plasmons de surface, eh bien, ce sont des oscillations cohérentes d'électrons de conduction à la surface du métal, irradiées par un rayonnement électromagnétique à l'interface métal-diélectrique. Et on va avoir deux types de plasmons de surface. Il va y avoir des plasmons de surface que j'appellerai des plasmons localisés. Et bien dans ce cas, lorsque vous allez irradier la particule, eh bien, les électrons vont se mettre, je dirais, en oscillation cohérente, ou plus spécifiquement, lorsque vous allez directement combiner le champ électrique qui va créer un moment dipolaire dans votre nanoparticule, en même temps qu'une force de rappel, ce qui fait que vous allez créer, je dirais, un régime oscillatoire avec une longueur de résonance qui va correspondre à la vibration de ces particules avec une longueur d'onde bien spéciale de la lumière. Et dans ce cas, on a ce qu'on appelle la résonance plasmonique. Alors ensuite, vous allez avoir des plasmons de surface qui se propagent, propagating. Et dans ce cas, eh bien, tout simplement, vous avez une propagation dans les directions x, y, avec l'atténuation dans le plan z. Et dans ce cas, eh bien, ces plasmons vont se balader entre les parties extrêmes de votre capteur, c'est-à-dire de votre feuille métallique. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est cet effet plasmonique. Eh bien, cet effet plasmonique, c'est un système oscillatoire dans lequel vous allez avoir une coïncidence, une connexion entre la longueur d'onde de la lumière et cette oscillation plasmonique. Et dans ce cas, eh bien, on va obtenir un pic d'extinction, puisque tout simplement, on va avoir absorption de la lumière à une longueur d'onde bien définie, plus diffusion, ce qui va se traduire par un pic d'extinction dans tout simplement la lumière incidente à une longueur d'onde bien définie. Et bien sûr, maintenant, toute la difficulté est de savoir quels vont être les paramètres qui vont affecter ce pic d'extinction ou la longueur d'onde à laquelle on va obtenir cette extinction. Et bien cela va être donné par les équations de Gustav Mie dont je vous ai parlé auparavant. Et ces équations sont indiquées ici, dans lesquelles vous avez ici le champ électrique et le spectre d'extinction. Et là aussi, vous avez beaucoup de termes. Je ne vais pas tout simplement aller dans la définition de chacun, mais je vais vous montrer la richesse des informations que l'on a dans ces équations et qui vont nous servir par la suite à comprendre ou à construire ces fameux capteurs. Tout d'abord, il y a dans ce cas le facteur A au cube qui, dans ce cas, représente la taille, je dirais, des particules, et ce facteur qui est directement fonction du rapport de la longueur sur la largeur des particules. Et celui-ci peut varier de facteur de 2 à 20, ainsi de suite. Vous voyez que déjà, il y a deux facteurs qui vont montrer l'importance de la taille et l'importance de la forme. Ensuite, eh bien, il va y avoir d'autres facteurs qui vont être, je dirais, les composantes réelles et imaginaires de la fonction diélectrique, epsilon i et epsilon r. Et ça va caractériser ce matériau d'électrode, et on va y revenir par la suite, car il est très important de choisir quelles vont être les figures de mérite pour ces matériaux d'électrode. Et enfin, il y a deux autres paramètres qui sont la constante électrique du matériau et la constante électrique du milieu environnant. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir avoir accès à ce milieu environnant et, je dirais, capturer les informations chimiques autour de ces capteurs. Et enfin, une relation qui est très importante pour les applications, c'est que le fait que ce champ électrique sera maximal dans la condition où la constante électrique interne du métal et de l'extérieur sera plus ou moins, suivra la relation indiquée ici. Et ça, je dirais, c'est le fondement de tout ce qu'est la technique de SER, c'est-à-dire Surface Enhanced Raman Scattering. C'est là, finalement, où on a l'origine de cette augmentation du champ électrique et par conséquent l'augmentation de la sensibilité et de la détection. Donc voilà, si vous voulez, de nouveau, ces équations dans lesquelles j'essaie de décortiquer
pour vous montrer les paramètres qui sont vraiment importants à comprendre. Eh bien, c'est grâce à tout cela qu'on peut expliquer, finalement, que l'on peut, à partir des particules d'or, en jouant sur la forme, la taille, la capacité ou des sphères creuses, et ainsi de suite, à obtenir toute une palette de couleurs, comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, tout ça, ça peut être tout simplement modélisé par les équations qu'établit Gustav Mie, et on peut voir, dans ce cas, ce qui se passe. Vous avez ici un changement de taille dans lequel on prend des particules, je dirais, non sphériques, dans laquelle on va déterminer la largeur qui va être la largeur de base et la hauteur des particules. On prend également la forme, on peut aller d'une forme, je dirais, sphérique à une forme triangulaire, et dans ce cas, on peut mesurer les spectres d'extinction. Et vous voyez que dans ce cas, on a une longueur d'onde qui montre une redshift. Redshift, ça veut dire qu'en ce cas, je vais tout simplement avoir un déplacement des longueurs d'onde vers l'infrarouge, c'est-à-dire vers 800-900 nanomètres. Donc voilà, si vous voulez, les changements de taille. Ensuite, on peut également simuler ce qu'on peut obtenir au niveau des particules. Et ici, vous avez des particules sphériques, cylindriques, cubiques, avec des prismes et des pyramides. Et vous pouvez voir dans ce cas quel va être également le changement de longueur d'onde associé à ce pic d'insertion. Et ici, ce que j'ai tracé en plus, c'est directement le champ électrique, ou la valeur ou l'intensité du champ électrique, qui est sa puissance I2. Et vous montrer que dans ce cas, on peut avoir accès à une augmentation considérable du champ électrique selon, vous voyez, la forme de la particule. Si c'est sphérique, cubique ou pyramide, on peut avoir des facteurs allant de 100 à 1000 pour augmentation du champ électrique dans, bien sûr, des conditions bien définies et de pourtour. Donc voilà, si vous voulez, ce qui est important sur la taille et la forme des particules, en ayant également des particules creuses et ainsi de suite. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi de telles particules et surtout, quels sont les métaux qui peuvent avoir les bonnes figures de mérite pour je dirais, générer cet essai plasmonique. Et on regarde pas mal de métaux, et si on étudie finalement l'extinction, on s'aperçoit que ces métaux sont nombreux. Vous avez l'argent, l'or, le platine, le palladium, nickel, aluminium, chrome, étain. Et vous allez voir même d'autres plus intéressants pour nous, qui sont les alcalins. Les alcalins sont de très bonnes sondes pour l'effet plasmonique, et on verra pourquoi elles ne sont peut-être pas utilisées. Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement, pourquoi tout cela, et pourquoi finalement on n'utilise que deux types de métaux, généralement, sauf conditions bien particulières, que sont l'or et l'argent. Et bien tout ça, là aussi, va m'amener à revenir dans les bases fondamentales et vous expliquer quelles sont les conditions bien particulières auxquelles ces métaux doivent obéir pour avoir, dans ce cas, un effet plasmonique utile, intéressant pour le design des capteurs. Tout d'abord, bien sûr, je vous ai mentionné que dans ce cas, l'effet plasmonique repose sur une accélération des électrons de conduction, d'où automatiquement il vous faudra un métal avec une très bonne conduction électronique, mais là aussi on a quand même pas mal de métaux. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on va avoir une propriété de surface, il faut des métaux qui aient une bonne stabilité chimique, c'est-à-dire que par exemple on ne forme pas des oxydes en surface, ou si on les expose à l'air ou à l'eau, il n'y ait pas des hydroxydes et ainsi de suite qui se forment. Tout ça, c'est les conditions. Mais c'est vraiment la condition la plus essentielle, c'est les conditions qui vont régler, je dirais, la fonction d'électrique du matériau. Et cette fonction d'électrique, elle est donnée par cette équation indiquée ici, dans laquelle vous avez la partie réelle et la partie imaginaire. Et un problème, je dirais, essentiel dans le choix des matériaux, c'est leur perte sous polarisation, que l'on caractérise par la partie imaginaire de la constante diélectrique indiquée ici. Alors que la partie réelle décrit la force de polarisation sous champ électrique externe. Et c'est réellement cette partie imaginaire qui va être, je dirais, la plus complexe. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en ce cas, elle va dépendre, ou sa valeur va dépendre de longueur d'onde à laquelle vous travaillez, infrarouge, UV ou proche infrarouge, et va dépendre de nombreuses interactions dans le matériau. C'est-à-dire interactions électron-électron,
selon que vous avez des électrons localisés ou non localisés, des interactions électron-phonon, couplage entre vibration de réseau et électrons, des inhomogénéités du matériau, et enfin, le plus important, c'est le couplage interbande, dans lequel, dans ce cas, des électrons peuvent être excités et passer au niveau de Fermi. Donc voilà, si vous voulez, le point le plus important. Alors, si on regarde tous ces matériaux, et si je trace maintenant ces valeurs de la partie réelle et la partie imaginaire de la fonction électrique, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, la partie réelle, elle doit être toujours inférieure à 0, et la partie imaginaire doit être relativement, je dirais, faible. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a l'argent et l'or qui, parmi ces 5 matériaux, ou ces 5 éléments que j'ai mentionnés ici, dont le sodium, le potassium, l'aluminium, eh bien, n'est certainement pas le meilleur. Mais par contre, les meilleurs, d'ailleurs, sont les alcalins, le sodium et le potassium, voire même le lithium, ce qui vous montre déjà quelles sont les possibilités que l'on peut avoir lorsqu'on travaille sur les systèmes, les batteries à ion lithium, sodium, et ainsi de suite. Mais, par contre, bien sûr, pour faire un capteur ex situ, eh bien, il va falloir protéger cela, et c'est la réactivité de ces métaux alcalins qui est vraiment l'inconvénient majeur. Alors, bien sûr, on peut s'affranchir de cela, et on peut faire, je dirais, du dopage en mettant directement du potassium dans l'or, et ainsi de suite. Ensuite, l'aluminium est également intéressant, mais l'aluminium, la difficulté, c'est qu'ils font très facilement l'oxyde Al2O3, et c'est la raison pour laquelle, dans différents milieux, on ne peut l'utiliser. D'où, ce n'est pas un hasard, finalement, que de tout ça, eh bien, à ce jour, c'est encore l'argent, l'or, qui est le plus utilisé pour la réalisation de capteurs, et on verra que tous les capteurs que je vous montrerai par la suite, à quelques exceptions près, seront basés sur l'or et l'argent. Le platine et le palladium pourront être utilisés, mais lorsque ça sera dans des conditions bien particulières, et on prendra plutôt un avantage chimique de ce métal. Et enfin, une classe de matériaux intéressante que vous connaissez certainement, ce qu'on appelle les matériaux, les oxydes transparents conducteurs. C'est les oxydes finalement qu'on utilise dans les appareils ou dispositifs électrochromes ou autres. Et bien, dans ce cas, c'est des phases d'oxyde de zinc dopées au gallium ou dopées, comme on peut le voir ici, également à l'aluminium. Eh bien, on a des matériaux qui sont, je dirais, qui ont des pertes électriques qui sont inférieures aux métaux dont je vous ai mentionné. Donc voilà, si vous voulez, les conditions essentielles d'un matériau pouvant être utilisé pour l'effet plasmonique. D'où, ayant parlé des matériaux maintenant, eh bien, on va voir l'autre aspect qui est finalement comment cette résonance plasmonique va être sensible à l'environnement. Et là aussi, eh bien, tout cela est réglé ou se comprend dans cette équation où on trace ici, où on écrit que la variation de la résonance plasmonique va dépendre du facteur M qui va être, je dirais, une réfraction ou l'indice de réfraction ressenti par la nanoparticule, delta N qui va être tout simplement le changement d'indice de réfraction induit par l'absorbant, et ensuite le terme D va être l'épaisseur de l'absorbant, et, ce qui est très important, LD, la décroissance du champ magnétique avec la distance. Ça veut dire finalement la zone dans laquelle vous allez pouvoir aller sonder. Et cette zone, eh bien, elle va être, je dirais, elle va aller de 10 nanomètres à 100 nanomètres dans certains cas, où on pourra aussi l'étendre, si je peux dire, dans certains, je dirais, cas bien spécifiques à 1 micron. D'où, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, ce delta est extrêmement sensible au milieu environnant, c'est-à-dire à epsilon, qui est la fonction électrique, et n, qui est l'indice de réfraction. Et ça, je dirais, c'est idéal pour dessiner des capteurs chimiques. Et ces capteurs chimiques, eh bien, on va tout simplement les adresser comme indiqué ici. On va pouvoir travailler, dans ce cas, en transmission. Vous avez dans ce cas une fibre que vous allez envoyer un faisceau, vous allez récupérer ici, ou on va pouvoir, dans ce cas, travailler en réflexion avec des photodétecteurs. D'où, si je résume à ce point, eh bien, l'avantage de cet effet plasmonique, eh bien, il repose, je dirais, sur 2 avantages essentiels. Le premier, c'est qu'il dépend de la taille, de la forme d'un nano-objet, et ça va dépendre fortement de tout ce qui est le domaine des nanosciences,
Vous allez voir pourquoi en très peu de temps. Et ensuite, eh bien, c'est des sondes, je dirais, très sensibles pour regarder des espèces chimiques et également pour suivre des réactions catalytiques ou pour faire de la reconnaissance moléculaire. Et je vous donnerai de ces exemples. D'où, au niveau de la plasmonique, eh bien, ces capteurs offrent de multiples opportunités et pas seulement dans le monde des batteries. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous mentionnais beaucoup de domaines en dehors de ce monde des batteries pour vous montrer finalement l'envergure des possibilités qu'il y a. D'où, si on revient à l'histoire de cet effet plasmonique, eh bien, vous allez voir qu'il est étroitement lié avec l'histoire des nanosciences. C'est-à-dire que depuis les années 1980, tous les scientifiques s'amusent, si je peux dire, à dessiner, construire, assembler des nanoparticules pour avoir de magnifiques photos de microscopie électronique et pour dessiner des objets quelquefois utiles. Eh bien, si on regarde l'évolution des publications, dont la première conférence sur le plasmonique a eu lieu en 1980, eh bien, on voit finalement que depuis 1980 et 1990, eh bien, l'augmentation des publications traitant ou ayant le mot plasmonique dans leur titre double systématiquement tous les ans. D'où c'est un domaine en pleine expansion. Pleine expansion, pourquoi? Parce qu'il touche le domaine de diagnostic médical, de la bioimagerie, de la surveillance expérimentale, détection des maladies, télémédecine, détection chimique et autres. C'est-à-dire qu'il a un domaine très large et ces capteurs eh bien, apportent des valeurs ajoutées au niveau de la sensibilité, de la stabilité, de la résolution et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est cette, je dirais, captation plasmonique. Alors maintenant, eh bien, on va aller dans des exemples un peu plus détaillés et on va montrer comment on va utiliser ces capteurs pour avoir des informations chimiques. Et là aussi, la façon de réaliser un capteur, ou de le dessiner, ou de créer une plateforme de test ou de capteur plasmonique, eh bien, il va y avoir deux façons de la faire. La première va être ce que j'appellerais, on va faire une détection plasmonique directe, c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, vous voyez tout simplement le volume qui va être directement capté ou détecté par la particule, et on va, dans ce cas, regarder les interactions qui ont lieu sur la particule qui va avoir cet effet plasmonique. Et par exemple, ici, vous regardez par exemple le particule palladium dans lequel eh bien, on va tout simplement insérer ou absorber des atomes d'hydrogène. Tout ça, c'est ce que j'appellerais la méthode directe. Ensuite, il y a la méthode indirecte, où maintenant, eh bien, on va se servir finalement d'une antenne, c'est-à-dire que les particules d'or, dans ce cas, vont jouer le rôle d'antenne pour envoyer ce champ électromagnétique ou ce champ évanescent sur la particule à considérer. Et là, toute l'action eh bien, va se passer sur cette particule, je dirais, à considérer, qui, dans ce cas, vous voyez, vous avez la particule plasmonique, et vous allez maintenant sonder tout ce qui se passe autour, en y mettant des fois d'autres particules, et vous allez avoir des couplages or, argent, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les façons ou les méthodes que l'on va utiliser pour aller avoir ces informations chimiques. Donc maintenant, eh bien, je vais commencer à vous montrer des exemples où on utilise ce type de détection. Le premier exemple est un exemple qui va être lié au niveau des biocapteurs et de la reconnaissance moléculaire. C'est certainement ce domaine dans lequel l'effet plasmonique est le plus utilisé. Alors pour cela, eh bien, on va obtenir des particules et on va jouer sur la forme des particules. Et dans ce cas, eh bien, pour avoir le maximum de sensibilité, on va tout simplement utiliser ces anneaux, ces disques, comme indiqué ici. Pourquoi? Parce que vous voyez que le champ évanescent est bien nettement supérieur à l'intérieur de ces anneaux. Et alors, on va dans ce cas, eh bien, on va dans ce cas synthétiser ou préparer de tels anneaux, comme indiqué ici, 4 étapes. On va tout simplement utiliser des sphères de polystyrène sur lesquelles on va déposer de l'or. Ensuite, on va tout simplement retirer l'or par un traitement ou un bombardement sous argon. Et ensuite, tout simplement, par traitement UV, on va retirer le polystyrène. Et on termine avec des anneaux comme indiqué ici. Et là, eh bien, on peut fabriquer des anneaux de différentes formes pour, comme vous pouvez voir ici, avoir une variation du spectre d'extinction en fonction de la taille des anneaux. Et on voit finalement que si la taille ou le diamètre de ces anneaux augmente, eh bien, on a un shift de la longueur d'onde
vers l'infrarouge, comme indiqué ici. Bien, cela, on va s'en servir pour, par exemple, faire du dosage de solution. Et ici, bien, je vous montre tout simplement la variation du chiffre du pic de résonance en fonction de la teneur en alcool de cette solution en D2O. Et vous voyez que, dans ce cas, selon, une fois de plus, la taille des anneaux, eh bien, on a une sensibilité qui est plus importante lorsque l'anneau est de diamètre plus important. Et vous voyez ici le shift du pic de résonance en fonction, dans ce cas, de la concentration. D'où là aussi, eh bien, on corrèle tout simplement, dans ce cas, l'indice de réfraction de la solution. Ensuite, on peut aller directement beaucoup plus loin, et c'est ça l'aspect intéressant pour les gens qui font la reconnaissance moléculaire, c'est-à-dire que maintenant, j'ai une surface d'or, et je vais pouvoir y greffer différentes sortes de molécules, et voir jusqu'à quel moyen j'arrive à avoir une détection. Et là, vous avez un exemple qui est intéressant, dans lequel on va tout simplement greffer des thioalcanes, dont la chaîne alcane contient différents carbones. Et vous voyez, on passe une chaîne alcane avec 2 carbones, 6, 8, ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il y a une relation linéaire entre le shift que vous observez du pic plasmon avec tout simplement le nombre de carbone. Donc là aussi, ça montre la possibilité de ce qu'on peut faire avec cela. Et enfin, comme j'ai mentionné, le domaine qui est fortement utilisé, et là, vous avez des centaines d'exemples dans lesquels on va utiliser cette détection plasmonique pour traiter des interactions, je dirais, protéines-ligandes ou anticorps-antigènes. Vous avez ici un exemple, vous avez la source à lumière, vous avez dans ce cas une plaque de quartz sur laquelle vous déposez un film d'adhésion des particules d'or et ensuite vous greffez des anticorps et vous pouvez en ce cas tout simplement capter ou aller à la pêche de différentes cibles dans votre analyte. Donc voilà, si vous voulez, ce qui est. Alors pour montrer un exemple concret de cela, mais on va prendre l'exemple indiqué ici, dans lequel on va utiliser, dans ce cas, la biotine, qui est une enzyme, une protéine, qui participe à la transformation des glucides ou des acides gras et qui sert également à la synthèse de la vitamine. Et bien dans ce cas, on peut la greffer avec ce que j'appellerais cette albumine du sérum bovin, comme indiqué ici, pour la greffer sur ces plots d'or, qui sont dans ce cas les capteurs plasmoniques, et ensuite, pour, dans ce cas, éliminer la réactivité de la surface du silicium, et bien dans ce cas, je vais faire un dépôt de ce sérum sur le silicium, et ensuite, je peux directement mesurer l'interaction directe entre la biotine et un ligand, qui est la neutravine. Et dans ce cas, on peut, vous voyez ici, mesurer la dépendance ou le déplacement des longueurs d'onde et avoir des informations sur ces interactions protéines-ligands. Et ça, ces genres de reconnaissance sont fortement étudiés dans le domaine de reconnaissance moléculaire et en biochimie ou en biologie. Donc voilà un exemple de couplage direct où on peut directement utiliser ces capteurs plasmoniques. Un autre exemple dans lequel je vais toujours garder le couplage direct, mais maintenant je vais m'intéresser plus particulièrement au cas de l'hydrogène. Je vais voir si je peux arriver à sonder ou voir l'intercalation ou l'insertion d'un atome d'hydrogène dans les composés palladium, c'est-à-dire les intermétalliques. Et là, vous avez, je dirais, la plateforme de test. Vous voyez qu'en ce cas, on va faire par transmission. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, c'est réellement la particule qui va être le centre d'action, le centre de réaction électrochimique. Et là, on peut utiliser de nouveau 2 types de particules. Rappelez-vous le disque, dont je mentionné auparavant, et cet anneau. Et si on regarde là, je dirais la réponse, mais vous voyez qu'il n'y a pas photo, on a une réponse beaucoup plus directe, beaucoup plus claire lorsqu'on va utiliser l'anneau, puisqu'on a un shift du maximum qui est nettement plus importante en raison, là aussi, de l'intensité du pic évanescent à l'intérieur de l'anneau. D'où, à partir de cela, eh bien, on peut s'amuser à créer les isothermes de pression bien, longueur d'onde. Eh bien, vous avez ces fameux isothermes lorsque vous allez directement sous pression et ensuite lorsque vous passez sous vide. Et ça, ce n'est rien d'autre que les courbes pression-température que l'on a lorsqu'on utilise les intermétalliques. Et ça vous rappelle les courbes, finalement, de galvanostatique. Vous avez dans ce cas les phases alpha, alpha-bêta ou bêta.
Et ensuite, en dessous, ici, vous n'avez rien d'autre que les mêmes mesures de pression sous concentration déterminées par une balance à quartz. Okay? Et vous voyez que vous avez la même forme de courbe. Et bien, effectivement, si on trace maintenant la variation de la résonance en fonction bien, du taux de protons déduit par cette balance microquartz, bien, vous voyez qu'en ce cas, vous avez une relation linéaire qui vous montre parfaitement qu'on peut très bien suivre les phénomènes de prise et de retrait d'hydrogène dans les intermétalliques. Donc voilà, si vous voulez, un type d'expérience que l'on pourrait tout simplement imaginer dans le cas des composés au lithium et ainsi de suite. Pour aller plus loin, je vais rester maintenant sur l'hydrogène, mais je vais regarder maintenant comment on peut utiliser ces capteurs plasmoniques pour des aspects cinétiques et même parler de nanocalorimétrie optique en utilisant ces capteurs plasmoniques. Et dans ce cas, bien l'expérience qui a été écrite est montrée ici. Vous avez, dans ce cas, la partie capteur qui va être, dans ce cas, du captage indirect, puisque je vais utiliser une particule d'or qui va être, dans ce cas, couverte d'une particule de SiO2 et à la surface de laquelle vont se trouver les particules de palladium. Tout cela va être placé dans un tube, un réacteur en quartz, qui va être balayé par un flux d'argon dans lequel je vais injecter des quantités infimes, 4%, d'un mélange oxygène-hydrogène. Et donc je vais changer les rapports. Bien sûr, dans ce cas, la température va jouer un effet. Donc il faut que vous calibriez votre capteur en fonction de température. Vous voyez qu'en ce cas, le shift ou la calibration est de 0,0125 nanomètres par degré C. Et une fois que la calibration est faite, eh bien, vous pouvez faire vos mesures. Et si vous faites vos mesures, eh bien, voilà ce que vous avez. Vous avez ici, en fonction, je vais augmenter la température. Ce que je suis en train de regarder, c'est l'oxydation de l'hydrogène selon la réaction indiquée ici. Et je vais mesurer la chaleur dégagée ou le delta T. Et vous avez ici la variation de delta lambda et vous avez ici la variation de delta T associée à cette réaction exothermique. Et vous voyez que, dépendant du mélange O2-H2, eh bien, avec des quantités d'oxygène faibles, j'aurai dans ce cas des delta T plus faibles qu'à haute quantité, et ainsi de suite. De ces courbes, on peut en déduire, eh bien, dans ce cas, des énergies d'activation, et on s'aperçoit que l'énergie d'activation de cette réaction est aux alentours de 0,59 eV, comme indiqué ici. À partir de cela, on peut maintenant essayer d'optimiser ces mesures nanocalorimétriques en changeant, je dirais, la taille des particules, l'effet de la taille du palladium sur cet aspect catalytique. Et on peut ici tracer l'activité normalisée par unité de surface du palladium en fonction, comme vous pouvez voir ici, de la taille de la particule. Et on voit dans ce cas que le meilleur effet catalytique est obtenu pour les particules les plus petites, ce qui n'est pas une grande surprise. Et enfin, on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut maintenant balayer, je dirais, la quantité d'oxygène et d'hydrogène. Et ce que l'on fait ici, on va mesurer la réponse du capteur plasmonique en delta lambda en fonction du taux d'hydrogène en allant de 0 à 1. Et vous apercevez que dans ce cas, vous avez une augmentation de ce delta lambda qui passe par un maximum à 0,5, qui est de façon surprenante à ce maximum où on a une augmentation considérable de température. Bien, vous voyez qu'en ce cas, il y a une transformation de la surface qui est dans ce cas couverte par l'oxygène et qui devient ici couverte par l'hydrogène. Et cela montre qu'on peut avoir accès à l'activité catalytique de cette réaction. Et vous voyez qu'en ce cas, cette réaction est très exothermique et son maximum est aux alentours de 0,5. Donc tout ça pour vous dire également la puissance de ces capteurs pour non seulement aller dans les aspects chimiques, mais pour regarder également les aspects cinétiques des réactions comme indiqué ici. Poursuivant dans le même domaine de ces capteurs, eh bien, on peut là aussi les utiliser pour l'analyse thermique. Et dans ce cas, ce que l'on regarde, c'est un capteur, de nouveau une fois de plus, indirect, avec nanoparticules d'or entourées par SiO2. Et ce qu'on regarde ici, c'est des nanoparticules de polystyrène. Bien, ce qu'on va faire dans ce cas, c'est qu'on va essayer de voir quelles sont les températures de transition vitreuse associées à ces particules de polystyrène. Eh bien, on va, dans ce cas, chauffer en fonction de la température,
et on observe la variation de delta lambda en fonction de t, et on s'aperçoit qu'il y a une coupure, ou une déviation pour la linéarité, à une température de 105,1 degrés ou 105 degrés, qui est finalement la température de transition vitreuse du polystyrène, qui est le passage de cet état élastique à cet état plastique. Et on s'aperçoit que plus on va réduire la taille des particules, eh bien, on va toujours maintenir la température de transition vitreuse de 105, qui est la température de cœur. Par contre, eh bien, plus la particule est petite, on va tout simplement avoir des transitions de plus en plus larges, où on va, dans ce cas, définir une autre température de transition vitreuse, qui est la transition vitreuse à la surface de ces particules. Et on peut tracer ces delta G ou delta TG en fonction de la taille des particules, et on peut voir finalement que pour des particules de 20 nanomètres, on peut avoir des delta TG de l'ordre de 20 à 25 degrés C, c'est-à-dire un domaine de transition vitreuse totalement différent. Donc voilà, si vous voulez, un autre exemple. Et ces exemples, on peut aller encore beaucoup plus loin. On peut ensuite regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec cet effet plasmonique au niveau des membranes polyélectrolytes. Et ces membranes polyélectrolytes que vous voyez ici, c'est des membranes qui sont constituées, je dirais, d'un ajustement de feuillets de polystyrène sulfonate, comme indiqué ici, et également des feuillets de polyalkyloaménine hydrochlorure, pH, qui sont les uns chargés négativement et les autres chargés positivement. Et on peut voir qu'on peut suivre finalement la croissance de ces polyélectrolytes, c'est-à-dire le nombre de couches, en regardant l'évolution de l'installation ou la variation de cette longueur d'onde. Et on voit qu'en ce cas, eh bien, on a un shift vers le bleu lorsqu'on va augmenter, je dirais, ce nombre de couches, et cela quel que soit le milieu dans lequel on opère, l'air ou l'eau. Donc voilà une application. Une autre application dans laquelle les gens ont fortement travaillé, eh bien, c'est une application que j'avais mentionnée la dernière fois au niveau des hydrogels. Eh bien, là aussi, on peut, dans ce cas, voir des réactions qui se passent. Et dans ce cas, d'ailleurs, on va regarder une réaction biocatalytique grâce à cet effet plasmonique. Alors, ce que l'on regarde, ou la plateforme, je dirais, de cet effet plasmonique indiqué ici, dans ce cas, vous avez un substrat, et vous avez dans ce cas, eh bien, les particules d'argent qui vont servir finalement des captures nanométalliques, et ensuite elles sont recouvertes par un gel d'alléginate gélatine dans lequel vous allez émettre tout simplement des nanoparticules d'argent également. Et vous allez avoir un couplage entre ces différents types de nanoparticules. Et ce capteur, eh bien, on va s'en servir pour étudier une réaction, je dirais, biocatalytique, dans laquelle je prépare une solution de NaCl et de glucose, et je vais y ajouter, dans ce cas, de glucose oxydase. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement regarder la réaction enzymatique du glucose oxydase qui va catalyser tout simplement l'oxydation du glucose en eau oxygénée et en glucolactone. Et cette glucolactone eh bien, va s'hydrolyser dans ce milieu aqueux pour, dans ce cas, donner l'acide gluconique. Et c'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, je vais tout simplement diminuer le pH, d'où avoir un pH beaucoup plus acide. Et ce pH beaucoup plus acide, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement modifier la force ionique de mon gel, et par conséquent, il va changer les interactions particulières entre ces nanoparticules d'argent et, je dirais, mon centre actif, mon centre de capteur, et dans ce cas, je vais modifier la longueur de résonance. Et en effet, vous voyez que dans ce cas, lorsque la réaction se produit, eh bien, j'ai mon pH qui augmente, et vous voyez, le lambda augmente également. D'où on peut, dans ce cas, suivre bien sûr l'évolution du pH, mais surtout, eh bien, caractériser ou comprendre des réactions, je dirais, biocatalytiques. Et là aussi, on peut étudier l'art cinétique, et c'est ce que je vous montre ici, où dans ce cas, eh bien, on prend une solution, on va ajouter directement du glucose oxydase, et on va regarder en fonction du temps comment le système va s'équilibrer, et vous voyez que en 20 minutes, eh bien, dans ce cas, on a une réaction complète, puisqu'on a dans ce cas maximum au niveau du pic de résonance, et on a dans ce cas un pH négatif. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire. Alors maintenant, je vous ai parlé beaucoup de ces domaines, et je vais essayer maintenant d'aller dans le domaine de l'énergie. Et dans le domaine de l'énergie, là aussi, une des premières applications de ces capteurs plasmoniques a été
le domaine du photovoltaïque. Le domaine du photovoltaïque et notamment les cellules de Grätzel. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans les cellules de Grätzel, vous savez tous que vous avez l'élément majeur, c'est un colorant, une chlorophylle, c'est-à-dire c'est un colorant qui va directement absorber les photons et injecter les électrons dans la bande de conduction de TiO2, et ainsi de suite. Et bien sûr, ce colorant, il va aller se mettre autour des particules, s'absorber à la surface des particules. Et la question qui se pose, eh bien, qu'est-ce qui se passe à l'interface? Quelle est la vitesse à laquelle ces colorants vont aller s'absorber autour de ces particules TiO2? D'où, dans ce cas, le support nanoplasmonique est indiqué ici. Vous avez ce quartz sur lequel vous avez les particules d'or, et dans ce cas, on va mettre de nouveau une couche TiO2, ce qui fait qu'on est une fois de plus dans un couplage indirect. Et on va tout simplement tester le TiO2 poreux qui est saturé par l'électrolyte ou la solution d'électrolyte. La mesure va se faire comme ainsi. Vous allez avoir, dans ce cas, la cellule de mesure, avec la source lumière et la détection va être menée par une fibre optique, et vous avez, dans ce cas, de la microfluidique, où vous allez en balancer une certaine solution. Bien, qu'est-ce qu'on observe? Bien, dans ce cas, on observe tout d'abord une différence entre, tout simplement, le cas du solvant et le cas où vous avez le colorant. Vous avez directement le cas du solvant en vert et en rouge en prenant ce colorant. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va regarder les réponses du signal en fréquence de résonance et en absorbance. Et vous voyez que maintenant, on va tout simplement, comme il se fait en pratique, c'est-à-dire lorsqu'ils préparent leur film, ils vont, dans ce cas, injecter une première injection. Vous voyez, et l'absorbance va rester constante, alors que le pic de résonance va augmenter. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement absorber beaucoup plus à l'interface. C'est-à-dire qu'on peut, si vous voulez, sonder l'interface, alors que des mesures classiques d'absorbance eh bien, ne nous donnent aucune information sur l'interface. Et ensuite, vous voyez que si vous rincez, par exemple, mais lorsque vous rincez, vous apercevez que vous perdez directement de l'absorption de surface. Et à partir de cela, eh bien, on peut, ou les chercheurs peuvent savoir quels sont les meilleurs protocoles pour finalement rentrer ou injecter ce colorant dans ces électrodes de TiO2 poreuses. Ensuite, on peut modéliser ou voir les temps de réaction. Vous voyez qu'en ce cas aussi, il faut 10 secondes avant que les premières molécules arrivent à s'absorber et voir l'évolution en fonction du temps. Et là, c'est un résultat très intéressant qui vous montre finalement, intéressant pour la bonne et simple raison, qui vous montre finalement la portée de ce champ évanescent. Vous voyez que maintenant, si j'augmente l'épaisseur de TiO2, eh bien, vous apercevez que si je dépasse 70-75 nanomètres, eh bien, dans ce cas, je n'ai plus aucune sensibilité, c'est-à-dire que maintenant, mon champ évanescent, je suis au-delà de ce champ évanescent et je ne peux rien contrôler. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire. Voilà pour ce qui est photovoltaïque. Alors je sais que vous êtes patientés, on va arriver aux batteries. Et les premières manipes des batteries sont aussi intéressantes, surprenantes, même, je vais vous dire. Vous allez voir ce que les chercheurs ont réussi à faire. Alors ça, maintenant, on va s'intéresser au problème, bien sûr, majeur des batteries, qui est la morphologie du lithium. Et comment, à partir de cet effet plasmonique, on peut avoir accès à cette morphologie du lithium. Alors ce que vous regardez ici, eh bien, c'est une batterie dans laquelle vous avez ici lithium FeO4, alors une batterie plate, l'électrolyte qui est dans cette saignée et qui repose le tout sur un quartz, avec, dans ce cas, eh bien, on va utiliser comme élément métallique, je dirais miroir, parce que c'est une expérience qui va se faire tout simplement par réflexion, on va utiliser du tungstène. Et vous voyez ce qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'on va tout simplement maintenant déposer des motifs d'argent. Vous voyez ces particules jaunes, ces motifs d'argent. Okay, et ensuite, on va faire l'électrochimie. Et on va faire l'électrochimie à des courants différents. Si on fait de l'électrochimie à des courants faibles, 0,1 mA, ainsi de suite, et bien dans ce cas, on va tout simplement lithier l'argent et créer le lithium, créer des gouttelettes de lithium sur chaque, je dirais, point ou chaque triangle d'argent. Alors voilà directement le substrat. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va utiliser des particules sphériques de SiO2 à laquelle on va couvrir un substrat. On va ensuite tout simplement faire un dépôt de l'argent. C'est la raison pour laquelle vous avez ces triangles d'argent qui vont être indiqués ici. Et ensuite, vous allez retirer les particules de SiO2. Si on fait cela, eh bien voilà ce que l'on obtient. C'est-à-dire que si maintenant je décharge ma batterie, ou je la charge, excusez-moi, je mets du lithium à la négative, eh bien je vais avoir la croissance
du lithium eh bien, sur les supernucléations qui sont les particules d'argent, alors que si je vais à des vitesses très importantes, eh bien, le lithium va être totalement désordonné. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que si je regarde maintenant ma réflexence, et vous voyez qu'en ce cas, j'ai un plasmon de surface relié aux particules de lithium lorsque celles-ci sont bien ordonnées, forment un ordre, alors que dans le cas des dendrites, totalement désordonnées, et je n'ai aucune signature. Eh bien, c'est cette différence entre, je dirais, la présence de plasmon sur du lithium ordonné et l'absence de plasmon sur des particules ordonnées qui va être majeure pour la surveillance de la morphologie de mon lithium. Et à titre d'exemple, voilà une manip dans laquelle maintenant, eh bien, on va tout simplement prendre cette batterie et on est en ce cas, si je peux dire, pour ceux qui travaillent dans le tout solide, d'une hadroless, c'est-à-dire qu'on va aller déposer le lithium et nucléer sur l'argent. Eh bien, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, j'ai début mon mode, et regardez, au fur et à mesure que je vais lithier, je vais avoir un shift de ce mode, okay, de 800 nanomètres. C'est quoi? Bien, ça veut dire qu'en ce cas, rien d'autre, que mes particules de lithium sont en train de croître, et je vous ai mentionné l'importance de la taille, d'où vous avez ce shift. Et on peut s'amuser à tracer la variation de ce shift, tout simplement, en fonction bien sûr, du courant et du taux de lithium que vous allez mettre dans vos particules. Par contre, si maintenant je vais relativement rapidement, eh bien, je dépose le lithium de façon, je peux dire, statistique ou moyennisante sur la surface, et je n'ai, dans ce cas, j'ai une chute rapide de réflexance et je n'ai aucun directement mode apparent. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait dans le cas de lithium. Alors, maintenant, vous avez vu que je vous ai parlé de fibre optique, je ne vous ai pas encore parlé de mettre ce capteur plasmonique sur la fibre optique. Okay, pour le moment, je vous ai montré des capteurs plasmoniques qui avaient le principe, mais n'utilisaient pas la fibre optique comme guide d'onde. Bien maintenant, je vais passer à l'étape suivante, dans laquelle maintenant, on va, dans ce cas, eh bien, coupler cette fibre optique avec ce capteur plasmonique. Et là, vous avez la fibre optique classique, sur laquelle maintenant, eh bien, on va aller déposer soit un feuillet d'or, mais le plus souvent des nanoparticules d'or, avec ici, je dirais, un miroir en or pour effectuer les mesures en réflexion ou en transmission, et dans ce cas, en réflexion. Et dans ce cas, eh bien, on va tout simplement regarder quelle va être la réponse de ce capteur aux composants, je dirais, de l'accumulateur. Bien, les composants, on va tout d'abord regarder, dans le cas eh bien, des technologies lithium et sodium-ion, maintenant on retombe sur les fameux électrolytes que vous connaissez très bien. On va voir quelles vont être leurs réponses. Et on va travailler en ce cas dans une configuration pour le moment pile-bouton. Le dispositif que vous allez mettre en jeu est indiqué ici, c'est-à-dire vous avez tout simplement ce que vous avez vu dans les cours précédents, une source lumière, la fibre optique, la partie qu'on va étudier qui est l'accumulateur, la batterie, avec le potentiostat qui va tout simplement dans ce cas eh bien, permettre de cycler la batterie ou autre. Et dans un premier cas, eh bien, on va tout simplement regarder quelle est la réponse d'abord de ce capteur plasmonique au changement de composition de l'électrolyte. Et en effet, si maintenant je regarde les différents électrolytes, ce que vous avez ici, c'est la variation eh bien, de différentes solutions dans laquelle vous allez augmenter la quantité de sel, vous passez de 0,1 m, je crois, à 3 m, et vous allez dans le sens inverse. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, dans ce cas, vous avez effectivement un shift de cette longueur de résonance. Et dans ce cas, on parle de blue shift puisqu'on va directement vers des longueurs d'onde plus courtes. Et on a une très bonne relation linéaire entre le delta lambda et l'indice de réfraction, ou la concentration, finalement, de ces sels en solution. Ça veut dire que maintenant, si vous avez une batterie qui est en train de cycler, et si vous avez des problèmes de vieillissement et vous avez des assèchements d'électrolytes, eh bien, on pourra tout simplement, à partir de telles mesures, eh bien, déterminer ce qui se passe. Alors bien sûr, tout cela, je dirais, ce n'est pas tellement compliqué puisqu'on met le capteur dans un récipient. Ce qui est plus compliqué, c'est maintenant de passer à l'échelle suivante, dans laquelle il faut que maintenant vous mettiez votre capteur à l'intérieur d'une pile bouton. Et dans ce cas, cette diapo vous montre qu'on peut faire cela sans affecter tout simplement les performances de la batterie. Vous voyez ici une pile bouton sans fibre, et là avec une fibre. Qu'est-ce qu'on observe? Et voilà des comportements que l'on peut obtenir. Soit on utilise, dans ce cas, du capteur plasmonique à base d'argent ou à base d'or. Vous avez ici le cas de l'électrode négative dans la technologie lithium-SiO4 carbone,
où vous suivez finalement la tension de la batterie, et ici vous avez le signal optique. Et vous voyez que le signal optique varie, je ne rentrerai pas dans les détails, avec la charge et la décharge, et il en est de même dans le cas directement de l'électrode positive. D'où, pour conclure cela, eh bien, on peut avoir dans ce cas accès au signal optique lors de la charge et lors de la décharge. On peut suivre opérando cette variation, et cela permet d'avoir des informations sur le vieillissement des batteries et l'assèchement de l'électrolyte. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il pour notre système énergie et peut-on cumuler les paramètres physiques et les paramètres chimiques? Alors pour ce faire, eh bien, on va repartir sur un type de capteur qu'on a déjà utilisé ou que je vous ai mentionné la dernière fois, qui est directement ces capteurs de Bragg qui sont tiltés. Rappelez-vous, ces capteurs de Bragg tiltés, on les a étudiés pour avoir accès à des paramètres physiques, notamment les contraintes, la température, mais également pour commencer à sonder l'aspect chimique. Eh bien, pour avoir une meilleure sensibilité, si je peux dire, et avoir une longueur, une profondeur du champ qui va nous permettre d'explorer ces parties chimiques, eh bien, on va dans ce cas coupler eh bien, ces capteurs avec l'effet plasmonique. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on va les déposer soit un film, soit des particules d'or à l'intérieur, à la surface de ce capteur. Et dans ce cas, on va voir les réponses indiquées ici. Vous allez avoir tout simplement eh bien, le spectre associé à ces capteurs avec le réseau de Bragg tilté et un transfert d'énergie avec, dans ce cas, le spectre plasmonique de votre surface. Alors cela, quel est l'avantage? Bien, l'avantage qui est là, c'est-à-dire que dans ce cas, plutôt que de faire une calibration de votre capteur au départ pour la température, eh bien, dans ce cas, vous avez toujours le spectre de Bragg qui existe. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va vous donner directement la température. Vous n'avez pas besoin de faire 2 ou 3 calibrations ou d'utiliser 2 ou 3 capteurs. Tout cela peut se faire avec le même capteur et vous pouvez également avoir des informations avec les contraintes et ainsi de suite. D'où ces capteurs, si on prend une vue élargie, eh bien voilà ce que c'est. Vous avez tout simplement la fibre optique, vous avez à l'intérieur eh bien, le cœur, vous voyez très bien dans ce cas les réseaux de Bragg qui sont directement tiltés, et vous avez à la surface eh bien, des dépôts d'eau. Et dans ce cas, si on envoie une lumière polarisée vous voyez, perpendiculaire au plan de ces réseaux tiltés, eh bien, on peut avoir des réponses de spectre comme indiqué ici. Eh bien, on va tout simplement maintenant vous montrer comment certains chercheurs ont appliqué ça, pas au domaine des batteries, mais au domaine des supercondensateurs. Alors, dans ce cas, eh bien, l'expérience est la suivante, c'est-à-dire que vous avez le dispositif, je dirais presque classique une fois de plus, dans lequel vous avez une succession de fibres optiques, de détecteurs, de capteurs, et ainsi de suite, et avec à la fin, bien sûr, l'accumulateur. Et ce qu'on va regarder maintenant, eh bien, c'est le supercondensateur MnO2, dans lequel, dans ce cas, vous avez des particules MnO2 qui sont déposées sur un tissu de carbone. D'où vous êtes dans un milieu chlorure de lithium, avec des ions lithium plus et des sels moins, et le capteur, vous voyez, il est collé par, bon, c'est un peu détaillé à l'intérieur de cet électrode. Et ce qu'on va maintenant faire, eh bien, on va regarder quelle va être la réponse eh bien, de cette fibre à la polarisation de ce supercondensateur. Et on va faire les courbes classiques, que vous connaissez très bien pour un supercondensateur, c'est-à-dire le courant en fonction de la tension, dans laquelle vous avez directement cette forme de la charge et la décharge, forme miroir, si je peux dire, dans lequel, si on polarise du côté, dans ce cas, du côté positif, eh bien, vous allez avoir dans ce cas les chlores qui vont être près de la surface. Lorsque vous êtes directement au milieu, vous avez dans ce cas à la fois les ions plus et les ions moins, et la polarisation négative, vous avez dans ce cas les ions plus qui sont directement à l'électron. Eh bien, dans ce cas, on va tout simplement regarder quel est le spectre de référence ou le spectre plasmonique de ce système. Et voilà directement ce que l'on observe. Bien, c'est exactement le même spectre que j'ai mentionné auparavant. Vous avez ici tout simplement le mode Kerr qui va vous déterminer la température. Vous avez ici, je dirais, les modes de gain.
Et là, vous avez tout simplement, dans cette région bleue, les modes de gain dans lesquels l'énergie a été transmise tout simplement au réseau plasmonique. Et ce qu'on va regarder, eh bien, c'est tout simplement l'intensité des pics juste dans cette zone bleue. Pourquoi dans cette zone bleue? Eh bien, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a un mode de gain. Le pic est certainement un peu affaibli, mais en raison directement de la détection plasmonique, eh bien, ma profondeur de pénétration, il va passer de 200 nanomètres aux alentours de 1 micron. C'est-à-dire que je vais pouvoir sonder beaucoup plus profond l'environnement autour de cette fibre. D'où par conséquent, eh bien, on va faire des mesures ainsi et on va voir ce qu'on obtient. Bien, si je fais des mesures ainsi, voilà ce que j'obtiens lorsque je vais directement charger ou décharger mon supercondensateur. Ici, vous regardez les valeurs de réflexion du signal plasmonique et les modes de Kerr. Et vous voyez qu'en ce cas, regardez, le signal delta lambda associé au plasmon va changer, ou l'intensité va changer, alors que les modes de Kerr ne changent pas. Si maintenant je trace directement ici, dans lequel je mets le changement d'intensité de mon signal en fonction du temps, eh bien, et du temps, c'est-à-dire de la charge et la décharge, vous voyez que mon réseau de Bragg, lui, il reste blanc, parce qu'il n'est pas du tout sensible. Il ne peut être sensible qu'à la température, mais vous pouvez voir que la température ne varie pas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, lorsque je vais charger mon supercondensateur, eh bien, je peux, dans ce cas, avoir une modification de l'intensité du signal plasmonique qui va augmenter et diminuer en fonction, tout simplement, du taux de charge et du taux de décharge. D'où on voit qu'il y a une relation, je dirais, linéaire. Pour mieux comprendre cette relation, eh bien, ou pour vous montrer la solidité de cette relation, on peut s'amuser à cycler ce condensateur ou ce supercondensateur selon différents modes. On peut utiliser un mode voltammétrique, un mode galvanostatique, ou voir laisser en tension ce supercondensateur et voir ce qui se passe, et collecter les réponses optiques. Et vous voyez qu'on est systématiquement, on suit exactement ce qui se passe au niveau charge. Ce qui fait qu'il y a une corrélation directe entre la partie électrochimique et la partie optique. Et cela, c'est stable pour pas mal de signes. Alors on peut aller encore plus loin et exploiter ces données en regardant finalement quelle va être la quantité d'électricité qui est passée, quel va être l'état de charge. Bien là, je fais tout simplement la partie électrochimique, vous connaissez tout ça par cœur. À partir de ces courbes Galvano, eh bien, je peux tout simplement en déduire par l'intégration quelle est la quantité d'électricité qui est passée. Et dans ce cas, je peux faire la même chose avec la partie optique. Et vous voyez qu'en ce cas, il y a un maximum dans la partie de capacité va correspondre à un minimum dans, tout simplement, ma réponse du signal optique. Ça veut dire qu'il y a une corrélation 1 à 1 entre ces différents signaux. Et ces différents signaux, j'ai oublié de dire, représentent bien sûr différentes vitesses, différents régimes de charge et de décharge. Et on voit très bien cette relation linéaire comme indiqué ici. Et bien cela, on peut le faire de façon générale. Et vous voyez ici, maintenant, je résume toutes les mesures dans lesquelles j'ai encore le cyclage Galvano, j'ai le cyclage ensuite potentiaux et le cyclage directement avec maintien à haut potentiel. Et vous voyez que dans chaque cas, regardez, vous regardez ici en bas, vous avez une linéarité entre la partie optique et la partie électrochimique. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on peut utiliser cette détection plasmonique pour connaître, simuler l'état de charge des supercondensateurs ici, mais tout cela peut s'appliquer dans le cas des batteries. Donc voilà, si vous voulez, les bienfaits, je dirais, de cette technique. Et enfin, pour terminer, juste par souci de complétion, de tout vous montrer, eh bien, il y a quand même un autre type de technique à utiliser, ou d'effet plasmonique. Ça a été un effet plasmonique que je vous ai déjà mentionné en utilisant un prisme. Et je vais vous montrer cette expérience que je l'ai trouvée assez intéressante, malgré que les calculs pour arriver au résultat sont assez, je dirais, foireux. Dans cette manip, ce que les chercheurs essaient de faire, c'est qu'ils créent tout simplement une structure, une batterie sur la face d'un prisme. Ils vont ensuite pouvoir tout simplement connaître par les variations des indices de réfraction, eh bien, les quantités qui vont se déposer à l'interface.
d'où vous avez dans ce cas la couche adhésive, le quartz bien sûr est par-dessus, c'est le prisme, couche adhésive. Ensuite, il y a une couche d'or, la SEI et la solution d'électrolyse. Et dans ce cas, une fois de plus, l'or va servir de matériau d'intercalation. D'où, si vous faites la réduction électrochimique, vous avez cette courbe indiquée ici, dans laquelle vous apercevez l'anomalie associée à la réduction du carbonate d'éthylène, c'est-à-dire le début de la formation de la SEI. Et à partir de cela, eh bien, ce que font les chercheurs, c'est qu'ils regardent l'intensité de la réflexion du signal optique, avec également, ils interrogent le signal avec, dans le cas d'un prix, par un angle de réflexion. Et à partir de cela, eh bien, ils arrivent à définir trois domaines qui caractérisent comme la première, qui est la désavoltation des paires carbonate d'éthylène lithium, ensuite associé à la formation de la SEI et enfin à la formation d'alliage. Et ce qui est intéressant, si on fait des calculs, pas des calculs compliqués, ils arrivent à déterminer les quantités en nanogrammes de lithium qui sont, je dirais, imbriquées dans ces différentes séquences de réaction, de réduction du lithium sur des couches d'or. Donc ça, c'est un travail qui a eu lieu en 2016 et qui, malheureusement, n'a pas été reproduit, mais qui semble assez intéressant et, du moins, montre certains potentiels à réellement comprendre l'interface à la surface ou le transfert ou la SEI à la surface d'or, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter, ce qui se passe au niveau de la plasmonique. Je suis bien conscient que je vous ai mentionné beaucoup d'exemples en dehors du domaine des batteries, mais c'est pour vous montrer la diversité de ce qui se passe et surtout pour vous donner des idées de construire finalement des capteurs pour utiliser pour nos problèmes journaliers qui sont les problèmes de SEI, les problèmes de morphologie, dans le cas des accumulateurs lithium ou sodium. Voilà. Et avec ce, je terminerai et j'attendrai. Voilà, merci bien. Alors, comme d'habitude, on va prendre 10 minutes et ensuite, vous allez avoir un séminaire merveilleux sur les fibres optiques pour la captation infrarouge. On va voir si c'est meilleur que le plasmonique. Voilà, sur 10 minutes, on retourne. Merci.